Oui, ben, on voit, ce qui est intéressant, c'est que sur la base exactement des mêmes données scientifiques, on voit que les pays réagissent et que ça met en lumière leur ADN politique, donc de la Chine avec la surveillance technophile, à la Roumanie qui impose des mesures militaires, à la France qui retrouve les grandes vertus, les grands vices de la centralisation, à la Suède qui essaye l'option la plus libérale possible. Et donc ça, c'est assez intéressant. Mais de l'autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est que la peur, elle est universelle et que ça révèle quelque chose qui est maintenant global, qui est une relation au risque et à la mort qui a complètement changé. Je rappelle, même si c'est un peu trivial, que la grippe de Hong Kong en 69 avait fait 1 million de morts, et qu'est-ce qu'on a retenu de 69? C'est la révolution sexuelle. Aujourd'hui, on ne supporte plus le risque. Et ça a des conséquences bien au-delà du virus. Est-ce qu'on va finir par s'interdire de vivre, par peur de mourir, sur tous les aspects de notre existence, et même une fois que ce virus sera passé? Est-ce qu'on va rétablir des frontières? Est-ce qu'on va fermer nos libertés? Parce que, eh bien, c'est vrai, il y a toujours un arbitrage à faire entre liberté et sécurité. Et si vous voulez vraiment de la sécurité, eh bien, mettons-nous tous en prison, et dans des prisons bien isolées. Et comme ça, on est sûr de vivre le plus longtemps possible. C'est une vie que personne n'a envie d'avoir. Et donc, je crains vraiment que cette conjonction de cette évolution culturelle et de ce virus nous amène à un monde extrêmement cloisonné, et on ne peut qu'il termine cette deuxième phase de mondialisation. La première est terminée par la guerre de 1914. Et donc, on ne peut qu'espérer, tout de même, enfin, en tout cas, se faire l'avocat, comme le faisait Cynthia Fleury, des régimes d'état de droit et de société ouverte, qui impliquent, c'est vrai, une part de risque. Et ce risque, c'est notre dignité d'être libre que d'accepter de le prendre.